C'est l'heure de votre JT sur Val-de-Loire TV en ce lundi 15 juin, un journal présenté par Mickaël Texier. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. De très belles éclaircies attendues tout au long de la journée dans nos deux départements. Des températures qui grimpent. La minimale sera de 17 degrés et la maximale de 31 degrés. À la une de notre journal, 6400 lycéens de notre territoire ont planché ce matin sur les épreuves de philo du baccalauréat. Eh oui, avons-nous la maîtrise de nos paroles ou peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Ce sont les thèmes sur lesquels les candidats de la filière générale ont dû se pencher pendant 4 heures. Nous avons recueilli leurs réactions en sortie d'épreuve à Tours. Des semaines sans remplaçant dans une classe de CM2 et le désarroi de ces parents de l'école Victor Hugo de Tours qui alertent sur les retards accumulés par leurs enfants et la baisse de leur motivation. Nous ferons le point avec eux. L'événement sportif du week-end a tenu ses promesses avec, pour sa première édition, 3400 athlètes au départ de l'Ironman de Tours Métropole Loire-Valais. Parmi ces fous, un exploit encore plus impressionnant, celui d'un duo Andy et Valide. Les deux terminent la course en moins de 15 heures. Notre invité est Samy Mabouli, chef de projet à l'Observatoire de l'économie des territoires de Loire-et-Cher. L'Observatoire qui lance une toute nouvelle plateforme qui répertorie tout ce dont les habitants du département ont besoin pour leur quotidien. C'est une première, vous verrez, son nom, Mes Services 41. Et puis notre séquence On vous répond avec la question du soir, chaleur, canicule, quelles sont les précautions à prendre pour nos animaux de compagnie? Question qu'on composera à notre vétérinaire François Guiraud qui sera sur notre plateau dans quelques instants. Mais d'abord, près de 6400 lycéens ont planché sur l'épreuve de philo ce matin en Indre-et-Loire, mais aussi dans Loire-et-Cher. Oui, en filière générale, il y avait notamment ces deux questions. Avons-nous la maîtrise de nos paroles ou peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Un commentaire d'un texte de Nietzsche était aussi proposé. Alors, l'épreuve de philo ne laisse jamais les candidats indifférents. Nous vous avons demandé sur nos réseaux le souvenir que vous en gardiez. Résultat, cela reste, vous le voyez, un mauvais souvenir pour 68% d'entre vous. Le pire trauma, nous disent nos internautes. Ça a été pour vous la philo, rappelez-vous? Très bien. Aurélien, ouais, ça s'était bien passé. Ouais, plutôt bien. Bon, on s'est aussi demandé ce qu'en pensent les principaux Bien intéressés sûr. aujourd'hui. Léa Turquier et Lucas Chopin sont allés à leur rencontre après l'épreuve à Tours. Regardez. 11h30 au lycée Grandmont à Tours, les élèves de terminale sortent doucement de leur première épreuve du bac, la philosophie. Certains passent des coups de fil à des proches pendant que d'autres débriefent à plusieurs. Franchement, c'était bien passé pour moi en tout cas. J'avais un peu peur au début, puis ensuite j'ai lu le commentaire et puis je me suis dit ça va en fait, je comprends. Ouais, je pense que ça a été. Voilà, c'est bien passé, je suis pas trop stressé non plus et ça allait. Je sais pas trop, j'ai trouvé le sujet assez facile, mais pour autant il était un peu... En fait ça dépend comment on le prend. En vrai je pense que ça s'est bien passé. Je pense j'ai pas trop stressé au début de l'épreuve et je pense que je me suis bien débrouillé. Ouais, j'avais quand même bien révisé. Et ce qui est bien avec la philosophie, c'est que ça parle à tout le monde. Donc on a été vous sonder dans le centre-ville de Tours avec les sujets du bac général. Le premier sujet, c'est celui-ci. Avons-nous la maîtrise de nos paroles? Qu'est-ce que vous en pensez? À l'époque actuelle, la maîtrise des paroles, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai la maîtrise de mes paroles. Ça vous inspire? Pas trop, mais bon, ça peut se traiter. Je pense qu'on a influencé quand même par les réseaux. On a influencé aussi par notre environnement. On a influencé un peu partout. Le deuxième, c'est peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Ça, j'aime mieux. En vrai, c'est est-ce que le bonheur dépend des autres? Un peu. Donc, je pense qu'il y a plus de choses à dire sur lui. Il m'inspire plus. Je pense que j'aurais répondu que c'est difficile d'être heureux quand les autres ne le sont pas. Quel sujet vous auriez pris, vous? Alors, pour espérer me donner un genre et réussir à faire gonfler les notes, j'aurais peut-être pris le sujet numéro 1. Mais après, on va dire, pour un peu plus de maîtrise, le sujet numéro 2, c'est mieux. Voilà. À mon époque, il n'y avait pas de bac de philo. La philo, on en fait peut-être au fur et à mesure de notre vie sans savoir. Cette année, en Indre-et-Loire, 6141 candidats sont inscrits à l'examen du baccalauréat, dont un peu plus de 3000 en filière générale. Les épreuves écrites se poursuivent tout au long de la semaine. Les parents d'élèves de l'école Victor Hugo de Tours s'inquiètent du manque de remplaçants dans l'établissement. Il y avait un mois sans un professeur des écoles nommé pour suppléer une absence en CM2. D'après eux, le cas n'est pas rare dans cette école de Tours-Nord. Conséquence, selon eux, des retards accumulés dans les apprentissages de leurs enfants et une motivation en berne. Faustine Luneau.
Depuis un mois, les élèves de CM2 de cette école de Tours-Nord n'ont plus de professeurs. Leur enseignant est en arrêt maladie pour une durée indéterminée. Mais faute de remplaçants, les 29 enfants passent certaines journées entières dispersées dans les autres classes de l'établissement. Une fin d'année peu réjouissante pour ces futurs collégiens. Il y en a qui sont chez CP, d'autres qui sont chez CE1. On est dispatchés dans des classes et des fois on a 1 ou 2 fiches de travail, mais sinon on s'occupe un peu tout seul. On écoute ou après on lit. Une situation qui inquiète les parents des élèves. Ils ont contacté à plusieurs reprises la direction académique. Il y a des choses qui n'ont pas été vues du tout sur le programme de CM2. Les enfants, ils ont clairement du mal à avoir envie d'aller à l'école. Tous les matins, moi, pour ma part, je pense que c'est important qu'elle continue d'y aller, mais elle n'a absolument pas envie d'y aller. Elle n'a pas de devoir depuis 4 semaines. On espérait qu'ils allaient anticiper un remplacement sur le mois, parce que là, ça fait quand même déjà plusieurs semaines et on avait quand même espoir qu'il y ait un remplaçant pour qu'ils finissent l'année de CM2 dans de bonnes conditions. Et surtout, ce qui est à craindre aussi, c'est l'année prochaine, parce que le maître risque d'être arrêté l'année prochaine. Un déficit de remplaçants qui n'est pas propre à l'école Victor Hugo. Une autre école de Tours-Nord, Camus-Mauroy par exemple, est aussi impactée par plusieurs arrêts maladie depuis le mois de mai. Seuls 2 des 3 instituteurs absents ont finalement pu être remplacés. Le manque d'effectifs, un dossier brûlant alors que la fatigabilité au sein du corps enseignant s'est accrue depuis le Covid. Il faut s'attaquer à la base du premier remplacement. Et la base du premier remplacement, c'est les conditions de travail. On ferme les IME, les ITEP, il y a des manques d'AESH partout. Les collègues sont en arrêt maladie à cause de ça, principalement. Contactée, la direction académique a précisé faire face à une tension sur ses effectifs particulièrement forte en ce moment, la fin de l'année étant une période où il y a plus d'arrêts. Elle priorise donc les petites écoles où peu d'enseignants pourraient absorber la charge supplémentaire. Toutefois, une solution de remplacement a été trouvée pour la semaine en cours à l'école Victor Hugo. Au total, l'enseignement public dispose d'un vivier de 260 remplaçants en Indre-et-Loire sur 3000 enseignants au total dans le premier degré. C'est 15 de plus que l'année précédente. Le couple d'Indre-et-Loire confiné à l'hôpital Bichat finira son confinement à Paris. Et oui, la justice a tranché. Ils ne finiront pas leur confinement en Indre-et-Loire, dans leur maison de Marais, comme ils l'avaient demandé au juge des libertés. Julia et Roland Sêtre sont confinés dans une chambre à pression négative de l'établissement de santé parisien depuis le 10 mai dernier. Ils se trouvaient parmi les passagers du navire MV Ondius, infesté par l'hantavirus. L'échéance de leurs 42 jours de confinement arrivera à son terme le 21 juin. 3000 structures et associations du département de Loire-et-Cher répertoriées, mais aussi 170 sites internet. La plateforme Mes Services 41 a été lancée officiellement début juin, un annuaire exhaustif pour faciliter le quotidien de tous les habitants. Elle a nécessité 3 ans de travail et de développement. On en parle avec notre invité, Samy Mabouli. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes chef de projet à l'Observatoire de l'économie et des territoires de Loire-et-Cher, l'OET, qui a développé cette plateforme. Elle répond à un premier besoin, celui d'une connaissance fine pour chaque habitant de ce qui est utile à son quotidien. C'est très large. On y retrouve quoi, par exemple ? Il y a une quinzaine de thématiques, donc il y a la santé, l'emploi, le logement, la culture, le transport, l'engagement associatif, comment se faire accompagner quand on veut créer un projet associatif. Donc un ensemble de structures et de sites internet et de numéros utiles que l'on peut rechercher sous la forme de une recherche multicritère, les types de publics. On peut aussi multiplier ces recherches pour avoir une approche vraiment transversale du besoin. Et à l'origine, c'était l'inspiration, c'est le guide des solidarités de CIAS du Blésois qui s'est largement étoffé sous l'impulsion notamment du conseil départemental. Effectivement, le guide des solidarités de CIAS du Blésois était un outil qui permettait de référencer déjà des structures, mais uniquement sur le social et uniquement sur le territoire de la communauté d'agglomération du Blois Aglopolis. Donc le département, avec l'Observatoire, ont décidé d'élargir à tout le territoire du département, et le conseil régional s'est associé à notre démarche pour élargir aux thématiques, pas uniquement le social, mais le transport, l'environnement, la culture, pour que ce soit un service qui réponde à l'ensemble des problématiques de la vie quotidienne. Ouais, avec un enjeu qui est celui de la mise à jour et de la connaissance fine, c'est ce que je disais au début, c'est un annuaire mis à jour aussi avec le périmètre d'action de toutes les associations, de toutes les structures qui vous font des remontées pour être le plus précis possible. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de savoir qui fait quoi et jusqu'où va l'accompagnement de certaines structures, et aussi le périmètre territorial. Est-ce qu'une structure qui est basée à Vendôme, est-ce qu'on peut la solliciter quand on habite à Blois ? Vous voyez, on va dans ce degré de finesse de la compréhension de l'action de chacun. Et avec ce site-là, on sait, quand on est habitant de Loire-et-Cher,
Qui peut répondre à ma demande à l'instant T? Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un guichet unique. C'est un guichet unique qui permet d'avoir une approche globale de la situation. Vous êtes basé à Blois, vous pouvez rechercher avec un curseur kilométrique sur 4 km. Vous pouvez zoomer ou dézoomer pour vraiment voir les structures, les associations qui sont autour de chez vous. Le besoin à l'origine, quel était-il? Le besoin, c'était vraiment de comprendre qui fait quoi dans un monde où l'action publique, elle va très vite, elle est ponctuelle, il y a des appels à projets, et l'action publique, elle est faite de façon assez ponctuelle, avec une superposition des actions, et parfois, on ne sait plus vraiment qui fait quoi, parce que justement, l'appel à projet s'arrête, il y a un nouveau financement, donc il faut savoir qui fait quoi, et il y a aussi tout simplement la spécialisation professionnelle. Vous êtes spécialisé dans un domaine, vous n'êtes pas forcément censé savoir ce qui se passe juste à côté de chez vous, il y a une structuration territoriale des réseaux, et donc l'idée c'est d'avoir cette vision surplombante qui permet justement de mettre en lien des gens qui pourraient travailler ensemble mais qui ne se connaissent pas forcément alors même qu'ils habitent qui travaillent vraiment près des autres, quoi. Donc ça s'adresse et aux habitants et à ceux qui gèrent les différentes structures. Tout à fait, tout le monde peut y avoir accès. On peut même télécharger, vous faites vos recherches et vous téléchargez un fichier Excel qui permet de retrouver toutes les structures, et puis après il vous suffit d'appuyer un bouton depuis le fichier Excel pour réactualiser votre résultat de recherche, donc réactualiser votre carnet d'adresses. Donc l'idée, c'est que ce soit le plus pratique, le plus fiable possible. C'est un site qui concerne aujourd'hui le Loir-et-Cher. Est-ce qu'on peut imaginer que ce site, s'il fonctionne, il sera étendu à d'autres départements de la région, par exemple? Effectivement, alors c'était justement l'une des ambitions du Conseil régional de voir si, en l'expérimentant sur un territoire, et si l'outil répondait vraiment à un besoin et suscitait l'intérêt de tous, eh bien qu'on puisse étendre l'expérience à toute la région centre. Donc pour l'instant, je fais un clin d'œil à tous pour s'en saisir, puisqu'on est basé à Blois, donc vous pouvez nous contacter et on peut travailler ensemble, quoi. Vraiment, l'idée, c'est qu'on est en proximité. Donc c'est l'Observatoire de l'économie et des territoires 41. Et puis pour retrouver cette plateforme, c'est messervices41.fr. Merci beaucoup d'être venu dans ce journal. Merci. Un mot de Cédric de Oliveira, à présent réélu président de l'association des maires d'André-Loire. Oui, selon liste, le scrutin sans surprise a porté le maire de Fondette à la tête de l'association pour un nouveau mandat. Il est président de l'AMIL depuis 2017. Un nouveau mandat dans la continuité des précédents, notamment en termes d'accompagnement des élus avec des formations et des consultations juridiques, indique-t-il dans un communiqué. 3400 athlètes, dont Michael Texier, ont pris le départ de l'Ironman Tour Métropole Loire-Vallée dimanche. Oui, et j'ai remarqué que vous étiez absent, Aurélien. Les participants ont enchaîné 3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42 km de course à pied, un petit peu plus d'ailleurs, c'est un marathon. Alexandre Caille, le vainqueur, a terminé l'épreuve en un peu plus de 8 heures. Retour sur cette première édition au format XXL avec Léa Turquier. C'est sous un soleil de plomb que les 3400 athlètes de l'Ironman entament la dernière épreuve, celle de la course à pied. Au programme, tout simplement un marathon. Alors, pour leur redonner du courage, la foule est là. Chantal s'est levée tôt pour encourager son fils Vincent et son ami Andrés. Depuis 6 heures ce matin. Mais on n'est pas fatigué, on est là pour l'encourager, pour les encourager. C'est son premier Ironman et ça fait 6 mois qu'il s'entraîne. Très content, très fier de lui. Pour attirer l'attention de son athlète, chacun sa technique. Lilou, elle, vient voir son cousin. Il avait envie de faire l'Ironman, du coup on est tous venus le soutenir. Comment il s'appelle? Il s'appelle Titouan. C'est marqué. Un peu plus loin, Laurie et Simon donnent de la voix lors du passage de Quentin, leur meilleur ami. Ça se passe comment pour lui jusqu'à maintenant? Plutôt bien, plutôt bien. 1h30 dans l'eau, 5h22 de vélo. Et la course, on est sur la première boucle, il vient de passer devant nous. Très bien, rien à dire. Après avoir parcouru près de 4 km à la nage, 180 en vélo et terminé les 42 de course, les athlètes parviennent au parc des expositions. À l'intérieur, la tant attendue ligne d'arrivée. Beaucoup sont exténués, épuisés après une telle performance, mais aussi fiers et heureux d'avoir terminé. Super bien, c'est la première fois que je venais dans la région, super natation, vélo magnifique et la course à pied difficile avec la chaleur, mais c'est bien aussi. Il y a beaucoup d'ambiance. Deuxième Ironman, le 4e longue distance. J'ai fait mon meilleur temps ici, ouais. J'étais venu pour ça. Alexandre Caille est le premier à boucler cet Ironman avec un temps de 8h05. La première femme, la Belge Johnny Van Hout, est arrivée après 9h11 d'effort.
Et parmi ces héros d'un jour, Mickaël, un duo particulier dont on va parler. Et ouais, lui est porteur de handicap. Simon Farr pratique le basket fauteuil à haut niveau. Et le handi crossfit, elle, est une athlète valide de haut niveau. Géraldine Lemérer est spécialiste de l'ultra-endurance. Il termine l'épreuve en 14h37 pour lui, 15h pour elle. L'enjeu pour eux se situait bien au-delà du chrono, montrer que le sport de très haut niveau est accessible à tous, malgré le handicap. Gabriel Ziard. Une arrivée sur scène digne de rockstar. Simon Farr et Géraldine Lemérer sont tous deux venus à bout de l'Ironman de Tours qui se tenait ce week-end. Une victoire saluée par un tonnerre d'applaudissements et un duo qui peine encore à réaliser. On franchit la ligne d'arrivée, qu'on se rend compte qu'on a réussi. Et au-delà de ça, voilà, quoi, moi, le plaisir il est arrivé vraiment aussi quand j'ai vu Géraldine franchir la ligne d'arrivée et que j'ai pu lui remettre la médaille. C'était vraiment l'aboutissement du projet. On l'a fait. 3,8 km de natation, 180 km de vélo sur un tandem adapté et 42 km de course à pied. Le défi était de taille pour Simon Farr. Habitué au parquet des terrains de basket, le para-athlète n'avait jamais expérimenté ce type de course. Un Ironman, c'est une performance, mais c'est pas que. Et là, dans l'histoire du duo, moi, ma préoccupation première, c'était de pouvoir amener Simon sur la ligne d'arrivée dans les meilleures conditions possibles de sécurité et de santé. Et du coup, moi, hier, j'avais un point de... La vigilance a été présente de la minute 1 jusqu'à à peu près une demi-heure de la fin de mon Ironman, parce que je savais que Simon allait arriver. Et c'était une vigilance, mais de tous les moments, de tous les instants. Un pari gagnant pour le duo et un chrono record de 15 heures qui les place sur la première marche du podium dans leur catégorie. Au-delà du résultat, pour eux, cette course était aussi l'occasion de montrer que le handicap n'est pas un frein au sport de haut niveau. Tout le soutien aussi, sur le vélo, que ce soit les autres coureurs, les spectateurs, c'était incroyable. Pour moi, l'objectif est complètement réussi dans le sens où on a mis le sport inclusif au centre de toute l'aventure. Et c'est vraiment ce qu'on en retient. Avant peut-être de se lancer dans un nouveau défi, Simon Farr et Géraldine Lemérer vont d'abord savourer cette victoire et profiter d'un repos bien mérité. Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invité ce soir, François Guiraud, notre vétérinaire, pour répondre à cette question d'actualité. Chaleur, canicule, quelles sont les précautions à prendre pour nos animaux de compagnie? Bonsoir François. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Alors si pour nous la canicule peut rimer avec terrasse et brumisateur, pour Médor, Félix ou pour Dumbo, Mickaël, votre hamster, c'est vite la surchauffe. Alors comment éviter que votre petite boule de poil préférée ne se transforme en carpette ambulante? Et bien on va faire le point avec vous François. Quels sont d'abord, pour commencer, les premiers signes avant-coureurs qui alerte qu'un animal souffre de la chaleur? Comme il régule beaucoup moins bien l'excès de température par rapport à nous, vu qu'il ne transpire pas, en fait, ils se mettent à respirer très vite. L'organisme essaye de compenser au maximum. Donc, ils vont respirer chien ou chat à gueule ouverte et à une fréquence très, très rapide. Et donc, c'est les premiers signes qui peuvent alerter. On pense souvent à l'eau fraîche, mais quelles sont les vraies fausses bonnes idées à éviter absolument pour les rafraîchir? Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas vraiment, mais ce qu'il faut éviter, c'est de faire boire de l'eau trop froide, par exemple avec des glaçons et tout, parce que ça va leur donner des problèmes digestifs en plus du reste, donc c'est pas le moment. Donc plutôt de l'eau à température ambiante. Voilà, de l'eau à température ambiante, en abondance, ça suffit. Le coup de chaleur peut être parfois mortel et foudroyant. Si notre animal en est victime, justement, quels sont les gestes d'urgence qu'il faut absolument avoir dans les premières minutes? Si vous êtes loin chez le vétérinaire, dès que vous êtes chez vous, c'est vraiment le refroidir le plus vite possible, donc le mettre dans la baignoire ou dans la douche. Et si c'est dans la baignoire, son animal, par exemple, si c'est dans la douche, vraiment doucher l'animal à l'eau froide en permanence. Faut laisser couler le flux d'eau sur l'animal. Si vous avez une baignoire, carrément l'immerger, remplir un peu la baignoire et le mettre dans l'eau froide également. Et si vous en avez, même, vous savez, des fois les packs à glaçons qu'on met dans les glacières et tout l'été, vous pouvez le mettre contre lui s'il est couché avec une serviette par-dessus pour que ce soit bien plaqué à son corps et que ça refroidisse le plus vite possible. Alors pour les balades, il y a cette problématique du bitume. C'est Hélène Chaplet qui m'a demandé de vous poser la question ce soir, notre journaliste. Il y a un vrai risque justement pour les pattes des animaux. Un bitume chaud là, avec les températures qui sont annoncées ce week-end là, de 38 je crois, le week-end prochain. Le bitume est souvent à 60 degrés ou facile. Donc là, des petites bottines, un peu comme on met l'hiver quand il fait froid et que ça peut geler.
ça peut aider pour des chiens qui vont se promener. En fonction de la race de l'animal. Sinon, voilà, en fonction, mais sinon, aller les promener dans l'herbe ou dans des endroits ombragés, déjà, ça suffit. Hein. C'est vraiment pas le bitume exposé au soleil qu'il faut éviter. Et puis on décale les balades peut-être plus tôt le matin et plus tard le soir. Et comme on le ferait pour nous, hein, donc là, un peu de bon sens. Dernière question, tous les animaux ne sont pas égaux face à la canicule. Un chien ou un chat qui a un peu plus d'âge et plus... Les tout jeunes, les vieux, ceux qui ont des maladies intercurrentes, et puis après, dans des races même jeunes, toutes les races qu'on appelle brévilignes, c'est-à-dire tous les chiens qui ont le museau écrasé, bulldog français, bulldog anglais, carlin. Oui, ils en souffrent beaucoup. Ils sont beaucoup plus sensibles, hein, parce qu'ils ventilent beaucoup moins bien que les autres, du fait de leur petite truffe. Donc là, il faut éviter sur ces chiens-là. Merci François Guiraud pour tous ces de rien. bons conseils, notre vétérinaire qu'on retrouve régulièrement dans notre journal. Avant de se quitter, rappel du principal titre, Mickaël. Oui, 6400 lycéens de notre territoire ont planché ce matin sur les épreuves de philo du baccalauréat. Avons-nous la maîtrise de nos paroles ou peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Pardon, ce sont les thèmes sur lesquels les candidats de la filière générale ont dû se pencher pendant 4 heures. Merci beaucoup Mickaël, c'est la fin de ce journal. Il avait la maîtrise de sa parole ce soir. Dans un instant, le journal des sports avec Romain Delville et nous on se donne rendez-vous demain à 17h50 pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. Très bonne soirée.